Au cours de l'année 2020, Thierry Casasnovas a fait un grand ménage sur sa chaîne YouTube en mettant en privé près de 1000 vidéos. J'ai hésité à tout effacer, j'ai pas tout effacé, j'en garde une bonne partie, et finalement il ne faut pas s'affoler. Sur 1500 vidéos, il doit en rester 500 ou 600. Le but était clair, effacer les éléments les plus compromettants et donner une image plus acceptable de son contenu. Le risque, c'est que des personnes tombent sur ces vidéos finalement et soient un peu perdues. Ils se disent, ah mais Thierry, mais t'étais pas aussi rigoureux là. Bon, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Les vidéos encore en ligne se doivent de coller à sa ligne de défense actuelle, celle d'un autodidacte partageant simplement des principes généralistes sur la santé et ne donnant en aucun cas des conseils visant à éloigner ou à se substituer à la médecine. Nous nous sommes donc replongés dans les vidéos toujours en ligne sur sa chaîne pour vérifier si on ne pouvait plus y trouver de propos potentiellement dangereux. En fin de vidéo, nous relèverons aussi un petit défi que Thierry Casasnovas avait lui-même lancé à un internaute. Restez donc bien avec nous jusqu'au bout. Commençons par faire le tour de ce que l'on trouve encore aujourd'hui sur sa chaîne. Un traitement très agressif pourrait avoir son sens s'il apportait des bénéfices. Alors, il s'est trouvé que la chimiothérapie non seulement ne guérit pas le cancer, on prétend prendre soin des personnes qui ont déjà des développements de tumeurs cancéreuses avec des traitements qui sont extrêmement agressifs, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on continue? Pourquoi est-ce qu'on continue? Ça, c'est ce que vous voyez en long et en large dans ces vidéos. Jamais aucun médicament symptomatique ne vous soignera. Je dirais que ça n'est comique si ce n'était pas aussi triste. Mais ça, c'est notre capacité aussi au déni total. Capacité au déni total. La chimiothérapie tue des millions de gens, mais on prétend encore que la chimiothérapie est le traitement pour le cancer. Je regardais un corps humain, vous pouvez lui appliquer toutes les batteries d'examen que vous voulez, les analyses de ci, les analyses de ça, les scanners, les Doppler, les je ne sais trop quoi, vous ne le guérirez pas. Laissez-le spontanément revenir à l'état d'équilibre et il sera guéri. Ça aussi, on pourrait faire une vidéo entière sur le cholestérol pour parler de l'arnaque du cholestérol. On a crié, on a craché sur le cholestérol, alors que le cholestérol est essentiel au fonctionnement de notre organisme et que jamais un accident vasculaire n'a eu lieu parce qu'une artère était bouchée par du cholestérol. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Et de toute façon, il y a un système d'artérioles, un système vasculaire pour le cœur qui est bien plus important que simplement les gros canaux qui arrivent au cœur. Et donc même si cela était bouché par du cholestérol, il serait suffisamment alimenté par les artérioles. Donc c'est bidon complètement. Le jeûne intermittent, parce que c'est la meilleure des choses à faire. Parce que dans le jeûne, il y a des miracles qui se passent. Étudiez ce que le jeûne peut pour votre corps et à ce moment-là, vous allez l'adopter définitivement. Que ce soit pour votre cerveau, pour vos muscles, pour votre foie, pour votre pancréas, pour vos reins, pour vos intestins, le jeûne peut tout. Pourquoi ? Parce que le jeûne, c'est le recours à la capacité innée du corps, la capacité merveilleuse à se régénérer. Pour le diabète de type 1, c'est la même problématique. Il vous faut vous régénérer. Il n'y a pas deux chemins, il n'y en a qu'un. C'est de parier sur la capacité innée du corps. Je vous souhaite une bonne régénération. J'espère que cette vidéo, vous allez pouvoir la partager à toutes les personnes qui sont diabétiques, qui d'année en année augmentent les doses d'insuline qu'elles sont en train de prendre, qui prennent de plus en plus de poids, parce que c'est inéluctable, parce que ce qu'on leur propose ne marche pas. C'est une aberration sur le plan physiologique. C'est une aberration de penser que des personnes qui ont fait 7 ans d'études de physiologie puissent continuer à prescrire de l'insuline. C'est juste totalement aberrant. Il est temps de sortir de cette folie et de rentrer dans le bon sens. Si votre corps est en surpoids, il s'agit de lui laisser le temps de taper dans les stocks. Je vous souhaite une bonne régénération. Eh bien, on commence à te donner de l'insuline. À partir du moment où tu es diabétique de type 2 et qu'on te donne de l'insuline, tu peux te dire que tu es en train de basculer dans le diabète de type 1, obligatoirement. Une chose qui peut apparaître en période de jeûne, c'est la fièvre. Alors, tous ces phénomènes, je tiens à le préciser, ils se produisent de manière plus régulière avec le jeûne dans lequel on prend de l'eau qu'avec le jeûne sec. Et on va y revenir ensuite, parce que le jeûne sec a une caractéristique exceptionnelle. La fièvre, par exemple, poussée de fièvre. Là aussi, le corps a besoin d'une élévation de température, elle ne se fait pas pour rien. Il s'agit juste de la laisser faire, de l'accompagner. Et si besoin, si vraiment la fièvre commençait à monter au-dessus de 42 degrés, de prendre un bain, un léger bain avec une température de 1 degré en dessous de la fièvre. Le foie, il permet aussi le stockage de la fameuse vitamine B12, le stockage du fer, du cuivre. La B12, d'ailleurs, pour mémoire, on en a à peu près
4 ans de réserve de vitamine B12 dans le foie. Donc c'est gigantesque, il nous en faut des quantités minimes. Et la vitamine B12, elle est produite normalement dans nos intestins par des intestins sains, comme tous les animaux produisent de la vitamine B12 dans leurs intestins. Simplement, nous sommes tellement dégénérés que nous avons acté que ce n'est pas normal de produire de la vitamine B12 dans nos intestins. C'est faux. C'est faux. Il est normal de produire de la vitamine B12 dans les intestins. Ce qui est anormal, c'est de ne pas le faire. Alors on dit maintenant, on reconnaît volontiers qu'il y a des acides aminés essentiels et des non essentiels. Alors les non essentiels, ça va, le foie serait capable de les synthétiser, mais les essentiels, alors là, il nous les faut à tout prix dans notre alimentation. Idéologie, idéologie, idéologie. Le foie a la capacité, d'après la loi de Kervran d'ailleurs, de produire, si le foie est en bon état, eh bien de produire exactement les acides aminés qu'il lui faut, à dessein, en fonction de ce qu'il a sous la main. Il s'adapte, le corps. L'eau de coco, qui a un contenu électrolytique, donc qui a un contenu minéral extraordinaire, est une véritable boisson de reminéralisation absolument extraordinaire. On dit d'ailleurs que c'est une boisson qui peut se substituer au lait maternel. Après, il y a un gros point sur lequel aussi énormément de familles d'enfants autistes ont travaillé, c'est la chélisation des métaux lourds. Les enfants autistes sont souvent des enfants qui présentent des hauts taux de métaux lourds dans leur cerveau, particulièrement au niveau du système nerveux central. Alors la raison, elle en est simple, vaccination, métaux lourds qu'on retrouve dans tous nos produits alimentaires pollués, et puis métaux lourds dans les amalgames dentaires de leurs parents, par exemple, et qui vont passer au niveau de la conception, quand l'enfant est dans l'utérus de sa mère. Et puis le dernier point sur lequel la plupart du temps on attire l'attention des familles qui ont des enfants qui présentent des troubles du spectre autistique, c'est l'exposition au rayonnement électromagnétique. Voilà, que ce soit par les téléphones, les tablettes, les Wi-Fi. Pendant l'allaitement, il est souvent dit que plus de 24 heures de jeûne conduisent à un arrêt de la lactation. Heureusement pour nous, c'est de la grosse connerie. Je vous le dis tout de suite comme ça, c'est juste totalement faux. Ça a été invalidé de multiples fois par toutes les femmes qui ont expérimenté le jeûne. Moi, j'ai encore une proche qui a expérimenté 5-6 jours de jeûne sec encore récemment. Aucun arrêt de la lactation. Et heureusement, je veux dire, le lait, normalement, c'est l'aliment unique du petit bébé en développement. Donc, je veux dire, que tout soit orienté pour une production de lait, quelles que soient les conditions extérieures, y compris des périodes de famine, ça me paraît relativement rassurant. Et c'est comme ça que ça se passe. Je ne suis pas médecin pour me faire des ordonnances adaptées à ce que je souhaite et j'aimerais me faire des analyses plus souvent, mais je ne peux pas. Pour aller dans le sens de la diminution, ou de combien peut-on envisager de diminuer les traitements à chaque fois, le cachet de Levothyrox, tu le prends, quand tu as du 50 par exemple, tu le prends un jour sur deux, au bout d'un certain moment, quand tu sors, et puis tu fais l'essai, tu vois comment ça se passe, tu testes, et puis si ça passe pas, c'est que c'est pas encore le moment. Moi, si j'avais un gamin qui a le cancer, mon gamin, je le porterais tout le temps contre moi. Bon, je le porte déjà tout le temps contre moi, donc bon, ça déjà, c'est mal barré, mais je le porterai encore plus contre moi, peau à peau, pour lui donner du contact, pour lui dire « je suis là, je suis avec toi ». Et tu sais que là, ça fera rigoler les scientistes, mais tu sais que là, tu as un moyen thérapeutique par excellence. Ben oui, parce qu'on n'a pas entendu les rayons laser et la chimiothérapie pour pouvoir soigner nos enfants simplement en prenant du contact et en échangeant tous ces messages hormonaux même qui s'échangent entre individus, production énorme d'ocytocine quand tu te tiens les bras dans les uns dans les autres, réforme de l'alimentation, réforme du rythme de vie de toute la famille. Je sortirai mon gamin de la ville, de ces conditions dans lesquelles il ne respire pas un air de qualité, il n'a pas contact avec une nature de qualité. Je le sortirai pour qu'il soit au soleil au maximum, dehors, les pieds nus sur la terre, pour qu'il puisse vivre réellement, brasser de l'air réellement, favoriser les conditions de santé. À côté de ça, je suis d'accord avec toi, les spécificités du cancer chez l'enfant, avec une vitesse de réplication cellulaire et une faiblesse des systèmes émonctoriels, peut faire qu'une fois cette base posée, cette base essentielle qui est incontournable, et c'est vraiment la base à poser, j'irai voir tous les moyens qui sont à ma disposition pour aider le corps. Vitamine C, en oral, en intraveineuse, utilisation des cannabinoïdes, le cannabis thérapeutique qui est maintenant utilisé dans de nombreux pays du monde, qui est encore diabolisé en France, le cannabis thérapeutique qui aide énormément à diminuer la toxicité du corps globalement, à favoriser la lyse des cellules cancéreuses. Vitamine B17, j'en passe et en veux-tu et en voilà. Il y a certainement des tas de moyens thérapeutiques, vous les découvrirez aussi bien que moi. Mais surtout, je vais te dire une chose, c'est que je prendrai mon enfant et j'irai me planquer. Personnellement, je prendrai mon enfant et j'irai me planquer pour échapper à ce système qui veut simplement en faire des cobayes.
hein, qui veut simplement utiliser des traitements à 50 000 € sur des gamins qui sont débilitants à vie. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres alternatives. Et oui, n'en déplaise aux spécialistes de la spécialité, il y a d'autres alternatives. Des alternatives qui sont avec beaucoup moins d'effets secondaires, voire quasi aucun effet secondaire. Et ça vaut le coup de les essayer, ça vaut le coup de les tenter. J'amènerai peut-être mon gamin dans une institution spécialisée, comme il en existe en Allemagne par exemple, hein, des cliniques qui acceptent de prendre des patients cancéreux, qui leur proposent réforme alimentaire, jeûne, et oui, on peut faire jeûner des enfants, jeûne, traitement par la chaleur, traitement par le froid, traitement par la vitamine C, traitement par la cannabinoïde, hein, qui mettent tout en place, tous les protocoles pour viser la santé, et qui ne sont pas en train de lutter contre la maladie, mais de viser la santé. Voilà moi ce que je ferais si j'avais un gamin qui est cancéreux. Voilà. Bien qu'ayant supprimé presque toutes les vidéos questions-réponses, s'apparentant probablement beaucoup trop à de l'exercice illégal de la médecine, il reste néanmoins des affirmations irresponsables et potentiellement dangereuses encore en ligne sur sa chaîne aujourd'hui. Maintenant, sur un ton un peu plus léger comme promis, nous allons tenter de relever un défi lancé par Thierry Casasnovas. Sous une vidéo du 1er juillet 2019, il répondait ainsi aux commentaires d'un internaute. Je vous mets au défi de trouver la moindre vidéo où je dis qu'il faut absolument manger tout cru, qu'il faut absolument faire manger cru les enfants, qu'il faut être végétalien, etc. Ne cherchez pas trop longtemps car vous ne trouverez pas. Ce message datant de 2019, on se situe avant le grand ménage de 2020. Voyons donc ce que l'on pouvait trouver sur sa chaîne à l'époque. Des questions. Y a-t-il des infos écueils à éviter concernant l'alimentation de ton loulou? Donc ton loulou c'est un garçon, il a 5 ans, adore les fruits et légumes. Bah, excellent, donc il n'y a pas d'écueil. Donc beaucoup de vivants végétal pour lui, tout en gardant pour le moment quelques produits animaux. Œufs, poissons, fromage de chèvre de la ferme. Ouais, s'il le demande et si vraiment tu ne peux pas faire autrement, parce que franchement un enfant n'en a absolument pas besoin. On s'est parlé au téléphone il n'y a pas si longtemps que ça, tous les deux. Il y a 3 semaines à peu près, c'était au jour 5, donc grosses semaines, presque 3 semaines, oui. Ouais, oui. deux grosses semaines. Et donc, Oui. bon, on avait parlé, on avait envisagé des possibilités de modification du régime alimentaire pour ta fille. Et comment, est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors, la première semaine de détoxination, ça a surtout été l'expectoration. Donc tu as mis en Donc, place, tu as mis en place les réformes dont on avait parlé, tu t'es mis au jus, des choses comme ça. Oui. Donc, le jus, elle avait difficile de le prendre, mais par contre, elle était à 100% crue. Oui. Et alors, on lui donnait des jus à la cuillère sur le long de la journée, plus le sérum de Caton, plus les herbes que tu m'avais conseillées. Ouais. Et on a décidé d'arrêter les traitements en accord avec son papa. Donc, tout. Oui. Elle n'a plus aucun traitement médical conventionnel. Elle avait quand même un traitement assez lourd, hein. Donc elle avait 2 antibiotiques, de la cortisone, un spray à la cortisone pour le nez, un aérosol et 2 puffs. D'accord. Et ça, elle prend quoi maintenant? Maintenant, elle prend quoi? Des fruits, des légumes, ta tisane, le Caton et c'est tout. Question de Rosalie. Bonjour. Ma fille a 3 dents de lait qui sont sorties marron, comme rongées, dont une, la canine, qui ne possède plus le bout de la dent. Il ne doit pas y avoir, tu vois, on parlait de capital minéral là pour les enfants, il ne doit pas y avoir grand chose comme capital minéral. J'ai aussi trouvé des cheveux blancs de ci, de là. Ah ouais, enfant de 3 ans avec des cheveux blancs. Bref, tu vas me dire acidose, non? Ben, je suis désolé. Hein. Non, c'est même pas acidose. C'est pas une acidose qu'elle a développée. Tu me dis que tu l'as allaitée pendant 3 ans, ça c'est super. C'est que, désolé Rosalie de te le dire, tu n'avais pas la capacité de lui donner un capital minéral suffisant. Et donc, elle est en déminéralisation profonde. Alors, rien n'est perdu. Il suffit à ta petite de la reminéraliser, de lui donner les conditions favorables pour se reminéraliser. Les conditions favorables pour se reminéraliser, c'est bombarder une abondance de fruits et de légumes crus. Voilà, de jus, de fruits, de légumes crus. À 3 ans, de la mettre dans ce mode de vie, de faire que pour elle, ça soit une normalité, de considérer qu'un repas de fruits, c'est une normalité. Et à ce moment-là, eh bien, ta petite, sa minéralité, elle va la retrouver. Donc, pas de souci de ce côté-là. Attends, je remonte légèrement. Alors, question de Aurélien.
Bon, on s'est vite rendu compte que des vidéos où il recommande le 100% cru à tous les âges de la vie, c'est tellement facile d'en trouver à l'époque sur sa chaîne qu'on va se compliquer un petit peu la tâche en se limitant uniquement aux vidéos encore en ligne aujourd'hui, celles qui, d'après lui, sont donc encore d'actualité. Eh bien, pour l'homme, il faut revenir au régime spécifique de l'espèce. Et pour des tas de raisons liées à nos intestins, liées à notre estomac, liées à notre constitution, liées à notre génétique, on peut prouver que l'homme est un frugivore. Frugivore, c'est-à-dire un régime semblable aux plus grands singes de la planète, orang-outan, bonobo, chimpanzé. C'est-à-dire composé en très très grande majorité de fruits et de feuilles vertes, de tout ce qui pousse au-dessus du sol, de tout ce qui est vert, salade, céleri, épinards, mâche, de tout ce qui est vert et qui pousse au-dessus du sol, et non pas des racines, fruits et feuilles crus, parce qu'ils les mangent crus. Un peu de produits animaux pour ces grands singes, il ne faut pas le nier, mais la question des produits animaux, moi, pour les humains, est à évincer complètement, parce que les produits animaux sont extrêmement acidifiants, et finalement, dans le niveau d'acidité dans lequel on est déjà, eh bien, il vaut mieux s'en passer, vraiment il vaut mieux s'en passer, sans parler de critères éthiques, il vaut mieux s'en passer, parce qu'on ne fait qu'augmenter à l'acidose, donc nous n'en avons pas besoin. Donc on en revient à des fruits et des légumes. Alors de deux choses l'une. Soit il a réellement oublié avoir promu le tout cru à tout âge pendant des années sur sa chaîne, et il faudrait peut-être s'inquiéter pour lui, soit il s'en souvient très bien. Mais c'est aussi qu'il sera extrêmement difficile pour quelqu'un de remonter le flot de ces 1500 vidéos afin de rechercher ce genre d'extrait. Mais à vouloir tout à la fois dédiaboliser son image, faire oublier ses conseils les plus dangereux, renier sa promotion du crudivorisme, abandonner les questions-réponses, tout en essayant de conserver son public initial, en l'élargissant même, en laissant des centaines de vidéos sur sa chaîne, mais en modifiant quand même certains titres, il y a forcément un moment où les mensonges apparaissent en pleine lumière. En tout cas, nous l'avons démontré extrait à l'appui, certains propos et conseils pourraient encore aujourd'hui mettre des vies en danger. Espérons que ce risque prenne fin très prochainement. Et pour une fois, je me permets d'interrompre ce générique pour deux raisons. D'abord vous conseiller la lecture de notre blog, où un tout nouvel article sur l'utilisation des études scientifiques par M. Casasnovas vient d'être mis en ligne. Et ensuite, pour vous repartager en version longue cette séquence de physiologie mémorable sur le cœur, toujours en ligne, à cette heure-ci, sur sa chaîne. Ensuite, en termes de physiologie, il y a quelque chose qu'on entend très très souvent, et dont je vous ai déjà parlé, mais ça valait le coup d'y revenir, c'est la pompe cardiaque. On nous parle de la pompe cardiaque. Alors, une pompe, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, une pompe, ça prend un liquide, ça prend un fluide et ça le rejette. Une pompe a un moteur. Est-ce que le cœur a un moteur? Absolument pas. Par quoi est mu le cœur? Le cœur, la contraction des différentes chambres qu'il y a dans le cœur, des 4 chambres qu'il y a dans le cœur, elle est assurée par quoi? Elle est assurée par le mouvement des poumons, elle est assurée par la stimulation aussi du système nerveux autonome issu des glandes surrénales. C'est l'adrénaline en grande partie qui gère les contractions cardiaques. Alors quand on dit le cœur est une pompe, c'est faux. Le cœur est simplement une valve, le cœur est une grosse baudruche qui est contractée par l'intermédiaire des poumons et plus largement par les mouvements du diaphragme qui sont eux-mêmes conditionnés par l'énergie stockée dans les glandes surrénales. Et donc c'est tout ce mouvement global qui va faire que le cœur finalement va se contracter chambre par chambre de manière à propulser le sang riche en oxygène dans tout le système artériel, de manière à faire revenir le sang veineux appauvri en oxygène, de manière ensuite à recycler ce sang et à le réalimenter. Et donc, présenter le cœur comme une pompe, c'est extrêmement court parce que ça veut dire qu'on fait revenir les pathologies cardiaques, les problèmes de contraction, de tachycardie au cœur lui-même, alors que la plupart du temps, et dans la majorité des cas, le cœur n'est qu'un organe comme les autres, c'est-à-dire constitué de cellules alimentées par de la lymphe et du sang, mais en lui-même n'a pas de caractéristiques propres. La plupart des problèmes cardiaques viennent soit d'un problème surrénalien, parce qu'il n'y a pas la contraction, ou d'un problème thyroïdien,
parce que autant les glandes surrénales gèrent la puissance de contraction, autant la thyroïde, qui est la glande régulatrice du métabolisme, gère bien le rythme cardiaque. Les gens qui ont un rythme cardiaque trop élevé ou trop bas, c'est une question de métabolisme, ralentissement du métabolisme, contrôle par la glande thyroïde.